Nadia Samy, je suis architecte de formation à la base, mais très vite je suis partie sur l'AMO, assistance maîtrise d'ouvrage, sur toutes les questions de qualité d'usage, donc US-age au pluriel, et d'accessibilité pluriverselle. Alors pourquoi pluriverselle et pas universelle? Parce qu'en 30 ans de carrière, je me suis aperçue d'une petite chose toute bête, c'est que le poids des mots enferme les professions dans une direction et nous font faire énormément d'erreurs. Donc universel, ben, il cherchait en permanence le milieu de l'aménagement, de la politique, du bâtiment, etc. Cherche en permanence la solution unique qui va répondre à tout le monde. Genre, la rampe, c'est génial pour tout le monde. Ben non, la rampe, c'est pas génial pour tout le monde. Il nous faut plusieurs réponses, il nous faut les marches avec les bons appuis, les bonnes mains courantes, les bonnes marches, etc. Et la rampe pour vraiment répondre à tout le monde. Donc ça, c'est le petit préambule d'intro. Mais avant de rentrer dans le sujet, j'aimerais vous poser une question. À votre avis, on est là ensemble ce soir, pourquoi? Allez-y, hein, je ne veux pas en plonger. Parce qu'on y a été invité. Pas mal, j'avoue. On est là ensemble pour aborder quel sujet? La ville de demain. On est d'accord. Super. Donc on est sur une approche holistique. On n'est pas sur une approche vieillissement. On n'est pas sur une approche handicap. On n'est pas sur une approche singulière. Par contre, on va chercher à comprendre ensemble comment les fragilités et comment les singularités nous permettent d'atteindre ce bien vivre ensemble. Mais on ne va pas rentrer, et notre objectif, c'est pas de rentrer par la porte du handicap, par la porte du vieillissement, par la porte... Non. On est vraiment là pour penser la ville de demain, bienveillante, aimable, mais surtout aimée. Celle qui nous aime. La ville qui nous aime autant qu'on l'aime. Or, une ville qui nous aime, c'est difficile. Une ville aimable, une rue aimable, qu'on aime bien, mais c'est d'abord une ville qui nous fait du bien. C'est d'abord une rue qui nous fait du bien, ce sont d'abord des murs qui nous font du bien. Donc, partant de là, eh bien, on commence à regarder les choses autrement déjà. Et j'aimerais poser une petite fondation. Pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, on a eu beaucoup et tant de mal à introduire les différences de corporalité, les différences de sensibilité, les différences de sensorialité, les émotions dans nos aménagements? Qu'est-ce qui, originellement, nous a plombé dans notre manière d'aborder ces sujets, de dessiner, de projeter les lieux dans lesquels on vit aujourd'hui? C'était fait que par des hommes. Pas mal. Alors, encore plus, des hommes qui sont un peu masculinistes, un peu misogynes, un peu... Voilà, un peu la totale, quoi. Le patriarcat. Le patriarcat, et encore un peu au-dessus de ça, le machisme, l'eugénisme. Donc, en fait, historiquement, nos écoles d'archi, nos écoles d'urbanisme, nos écoles d'ingénieurs nous ont formés sur la base d'un prototype qui s'appelle le modulor de Corbu. Je ne sais pas s'il y en a qui sortent des écoles d'archi ou d'urbanisme dans le coin, dans la salle. Clairement, on est formé sur le modulor de Corbu. Le modulor de Corbu, il a 30 ans, il fait 1m80, il est en pleine forme. Et à partir de là, on dessine des villes pour des gens qui ont 30 ans, qui font 1m80 et qui sont en pleine forme. Par exemple. Merci. Bonsoir. Sauf que en introduisant et en dessinant, que ce soit le logement, que ce soit la rue, que ce soit le quartier, en dessinant qu'au prisme de ce personnage, de ce persona, eh bien forcément, on a oublié tous les autres. Combien de temps dans notre vie on a 30 ans et on est en pleine forme? Longtemps. Voilà. Tant qu'on le croit. Tant qu'on y croit. Donc clairement, ça a été, et c'est ce dont on souffre encore aujourd'hui. Et c'est ce dont on essaie de se débarrasser. De réintroduire
les différences d'âge, les différences de sensibilité, de corporalité, vous allez m'entendre le dire et le redire beaucoup. Mais c'est essentiel pour penser, programmer, projeter la ville de demain telle qu'on souhaite la vivre. Alors, maintenant qu'on a identifié d'où on vient et pourquoi on en est là, l'idée c'est d'identifier ce qu'on en fait. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait le constat, qu'est-ce qu'on fait pour changer les choses? Et il se trouve que dans le milieu du bâtiment, on a beaucoup de mal à aborder les questions de la santé mentale. C'est-à-dire que la santé mentale, c'est pas pour nous. C'est un problème médico-social. Nous, on n'a rien à voir là-dedans. On peut rien pour ça. Attendez, stop. Pendant un an, l'objet national, c'était quand même la santé mentale. On a eu combien de conférences et combien d'interventions sur l'impact de l'architecture, de l'urbanisme, du logement sur la santé mentale? Zéro. Zéro. Oh, pardon, du coup, je suis devant toi. Excuse-moi. Le premier élément qui influence les comportements, c'est quand même le lieu de vie. C'est quand même ce que je vois ou ce que je ressens quand je sors de chez moi ou quand je fais tel ou tel trajet. Et c'est là que cet intitulé prend tout son sens. Comment l'architecture et l'urbanisme deviennent des instruments de paix. C'est là qu'il faut aller gratter. Dit autrement, en quoi l'architecture et l'urbanisme ou le paysagisme nous mettent en colère? Comment et pourquoi? Quels sont les irritants qui nous mettent en colère de manière insidieuse, consciemment ou inconsciemment? Si je vous dis, sur vos parcours, quand vous êtes venus tout à l'heure jusqu'ici ou dans la journée, qu'est-ce qui vous a un petit peu agacé? Vous avez tous un petit quelque chose qui vous a agacé dans la journée? Le bruit? Des voitures. Les voitures? Les camping-cars mal garés. Les camping-cars mal garés. Trou dans la route. Les trous? Le silence, parce que je réponds pas. L'étroitesse? Ou les silences? Non, non, En fait, ça, c'est bien parce que ça, ce sont vos irritants conscients. Mais après, il y a tous vos irritants inconscients. Les poteaux. Et nous, notre job, c'est d'aller chercher les irritants conscients pour les corriger et les irritants inconscients. Ça, c'est une première piste de travail. On rajoute là-dessus le fait qu'on ne vous donne pas le choix. Vous auriez préféré, vous auriez bien aimé avoir le choix de vous asseoir plutôt là que là, ou avoir le droit à une pause plutôt là que là. La notion de choix. Quand on uniformise un mobilier, quand on uniformise toutes les façades, toutes les entrées, toutes les rues, déjà moi je sais plus où je suis, puis est-ce que j'ai respecté les différentes formes de corporalité? Pas forcément, de fragilité. Et enfin, le dernier élément, c'est le rythme. Est-ce que, dans notre société aujourd'hui, on sait respecter les rythmes de chacun? Il y a entrez. Il y a des places. Il y a des places là. Il y a une place. Il y en a deux au moins. Vous aurez avec Carlos Moreno, un grand urbaniste dont on entend beaucoup parler, la définition de la vie du quart d'heure. Petit sujet auquel je m'oppose régulièrement. Parce que la ville du quart d'heure, c'est quoi? C'est la ville de la performance. Ça reste la ville de la performance. En un quart d'heure autour de soi, je dois trouver très bien l'objectif. Sauf que mon quart d'heure à moi, c'est pas ton quart d'heure à toi, Vincent, c'est pas ton quart d'heure à toi, Marine. J'ai une chimio, je sors de chimio, mais ce quart d'heure, ça devient 3 quarts d'heure. J'ai une patte cassée, j'ai mal aux articulations. Mon quart d'heure à moi n'est pas le quart d'heure de l'autre. Et est-ce que la ville est aménagée de manière à accueillir mon quart d'heure, mon 3 quarts d'heure, mon heure et demie sur le même trajet? Quand je souffre et que sur 100 mètres, il faut que je me cale une fesse 3 fois, est-ce que je peux le faire? Oui, non. C'est ça la ville bienveillante.
Donc on vient déjà d'identifier trois objectifs à atteindre. Le respect des rythmes et pas du rythme. La levée des irritants conscients et inconscients. Et la notion de choix. Le choix étant les solutions plurielles, puisque j'ai des corps, des sens, des sensibilités auxquelles répondre. Alors tout de suite, on va me dire, oh là là, ça fait beaucoup, on va peut-être pas réussir à tout faire. Je vous assure que quand on rentre par cette porte-là, on va déjà en traiter 90%. Il y aura toujours 10% qu'on ne pourra pas faire, ou sur lesquels les gens ne seront pas satisfaits. C'est normal. Voilà. Puis, de toute façon, ces 10%, ils sont amenés à évoluer, mais même les 90% sont amenés à évoluer. Ça aussi, c'est un paramètre très important. C'est-à-dire que quand on fiche quelque chose dans l'espace, quelque part, déjà, on fait l'erreur de considérer que c'est une solution qui sera universelle pour tout le monde et dans un temps long. L'Espagne a compris que, par exemple, tous les 30 ans, ils revoyaient leur copie, ils cassaient, ils refaisaient. Logique, on n'est plus les mêmes, on n'a plus les mêmes attentes. Nous, c'est la première fois à l'échelle du temps, du monde, en France, mais ailleurs aussi, que nous sommes 5 générations vivant en même temps. Ça n'était jamais arrivé jusqu'à aujourd'hui. Donc forcément, les besoins évoluent, forcément, les attentes évoluent. Vous avez ce qui a été identifié par le ministère des Finances comme le pilier du haut de la pyramide, c'est-à-dire la femme, pardon messieurs, mais la femme de 57 ans qui tient l'ensemble de la pyramide, c'est-à-dire qu'elle s'occupe des enfants, des petits-enfants, des grands-parents et des arrière-grands-parents. Pourquoi vous croyez qu'il y a 2-3 ans, la loi pour aider les aidants est sortie? Parce qu'ils se sont aperçus qu'elle, si elle s'effondre par épuisement, et tout le système s'effondre. Qui va s'occuper de tout le monde? Donc il va falloir, et c'est ce qui est en train de commencer à se faire, il va falloir adapter nos sociétés, gentiment mais sûrement, à l'existence et la cohabitation de ces 5, sans faire de choix. Quand on m'appelle et qu'on me dit « il nous faut une politique du vieillissement, venez nous faire une politique du vieillissement ». Non. Parce que si je ne traite que la personne âgée, je ne génère pas de l'inclusion et du vivre ensemble. Je génère du rejet. Pourquoi eux et pas moi? Donc c'est tout le monde ou ces personnes. Et quand on fait tout le monde de manière holistique, dans le respect de chacun, eh bien là on a de l'inclusion. Et je pourrais vous en donner des exemples et des cas particuliers. Bon, là j'en ai donné quelques-uns à l'écrit, donc vous pourrez les découvrir. Mais c'est essentiel de ne pas diriger les actions sur un public. C'est vital pour la paix dans la cité de traiter tout le monde de la même manière et de réussir à créer des actions, des lignes budgétaires qui incluent tout le monde et pas les lignes parallèles les unes aux autres. Parce qu'on a toujours des temps de décalage et qu'à un moment donné, il y en a toujours un qui dira « mais attendez, et moi dans cette histoire, moi je suis seule avec 3 enfants, je finis mon mois avec un verre de lait et 3 petits beurres par enfant et vous me dites que vous avez mis tous les budgets pour eux et moi ». Et ça, c'est un témoignage que j'ai vécu en direct. D'accord ? Donc ça fait partie vraiment des erreurs à ne pas faire. Maintenant, ce qu'on entend beaucoup aujourd'hui, parce que le vieillissement devient un irritant dans nos sociétés, c'est, Madame Samy, sincèrement, un vieux, ça apporte quoi à la société? Ça calme un peu comme question quand même. Hein? Alors comment vous dire? Tout. En fait, le vieillissement de la population est une aubaine, c'est un cadeau. Ça apporte tout à la société. Tout ce à quoi on n'avait pas droit jusqu'à présent. C'est-à-dire jusqu'à présent, comme on était dans l'hyper-performance, qu'on a dessiné les rues, les trottoirs, même les bancs, c'est le trait pour rentrer sur le format du trottoir sans se soucier des différences de corporalité, de prise en considération, de morphologie. Je suis jeune, je suis vieux, j'ai le même objet. Je suis jeune, je suis vieux, j'ai pas du tout envie du même objet. Je suis ado, j'ai pas du tout envie de m'asseoir sur un banc à côté d'un vieux. Donc ça fait partie des erreurs qu'on continue à faire et qui génèrent des irritants qui mettent en colère. Donc
quand vous commencez à prendre et à entrer dans le sujet au prisme du vieillissement, en fait, nous réintroduisons des notions de prescription qui n'existaient pas jusqu'alors. On n'est plus dans la performance. Oh yes, déjà ça fait du bien. On ne cherche plus à aller vite, on ne cherche plus la vitesse. On a droit à la lenteur. Donc on va commencer à penser nos trottoirs, nos venelles d'un parc à l'autre, parce que les parcs c'est bien, mais les rues qui relient les parcs, j'y fais quoi? Je le traite comment? Sur la douleur. Chouette, je vais pouvoir introduire la notion de douleur dans mes prescriptions. Sur la lenteur, mais aussi sur la fatigue. C'est pas la faiblesse, c'est juste un état d'être différent auquel il faut que nos sociétés s'adaptent. Et grâce au vieillissement, maintenant, ces sujets ont toute légitimité dans l'aménagement de nos territoires, dans l'aménagement de nos logements, dans le traitement de nos escaliers. Quand je suis sur un projet neuf et que je fais des volets de 20 marches, c'est mort. Mais quand je suis dans un projet neuf et que je fais des volets de 12 marches avec des paliers, et que sur chaque palier, je retrouve des assises fixes, pour ne pas générer de risque de collision en cas d'incendie et de nécessité d'évacuation. Vous voyez comment on réfléchit de manière holistique et globale, sans avoir réduit la largeur de ces paliers. Eh bien, la personne continuera à monter et descendre des escaliers. Ça, c'est la santé physique et psychique, parce qu'on sait, et c'est démontré, et les hôpitaux et les chercheurs de Bordeaux l'ont démontré, on continue à produire des neurones et de la santé en montant et en descendant des escaliers. Donc, au lieu de chercher à mettre des ascenseurs partout tout de suite, quand c'est pas possible, déjà bossons sur les escaliers. Valorisons, revalorisons les escaliers. Pas que quand même. Bon, on est bien d'accord, pas que. J'ai bien dit quand on ne peut pas. J'ai fait 30 ans en maison de retraite et j'ai vécu en petite structure ce que tu dis, et c'est vrai que c'est vachement important, bien sûr, bien sûr. C'est vrai. Ouais. Donc, en fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, pluriversel, le choix, et réorienter les gens vers ce qui leur font du bien. À l'époque, on disait « t'as mal au dos? Mon pauvre chéri, reste couché ». Aujourd'hui, on vous dit quoi quand on dit « t'as mal au dos » ? Surtout, reste pas couché. Voilà, va, sors, marche, cours, saute, fais ce que tu veux, mais reste pas couché. Donc en fait, on est en train de s'apercevoir qu'on est sur un énorme virage. Tout ce que je vous dis aujourd'hui, moi, je n'ai pas changé de discours depuis 30 ans, sauf que avant le Covid, je disais tout ça, on me traitait pour une folle, pour un bisounours. Et après Covid, comme tout le monde a senti dans ses tripes ce que c'était que l'isolement, ce que c'était que d'être enfermé dans des murs malveillants, ce que c'était que de vivre une rue malveillante qui ne présente ni vue, ni air, ni herbe, ni terre, ni oiseau, mais depuis Covid, sincèrement, tout le monde est prêt à entendre. Donc on est au bon moment sur l'évolution de la prise en compte neuro aussi, tout simplement. Avant, on parlait de neurologie. C'est quoi ce truc? C'est pour les universitaires, c'est pour les chercheurs. Non, ça y est, ça commence à redescendre. Donc maintenant, on peut prescrire, en partant de ces éléments qui sont accueillis, qui sont acceptés dans nos sociétés, la société de demain, dès aujourd'hui tant qu'à faire. Donc vous voyez que comment on est parti d'un univers qui nous enfermait complètement dans un prototype avec uniquement des objectifs de performance, il fallait aller vite d'un point A à un point B, il fallait pouvoir rentrer à la maison, ne s'occuper que de la base de la pyramide de Maslow, c'est-à-dire je dois dormir, me laver, manger, repartir bosser. Terminé. Mais qui ne s'est jamais occupé du haut de la pyramide de Maslow, c'est-à-dire comment je me sens. Première maison, deuxième maison, troisième maison. La première maison, c'est notre corps. Comment je le traite? Qu'est-ce que je fais rentrer dedans? La deuxième maison, ce sont les murs dans lesquels je vis, où je travaille, où je dors. Et la troisième maison, c'est l'environnement large. Vous pouvez avoir la meilleure alimentation possible et trouver la meilleure eau possible pour la première maison. Si vous vivez dans des murs qui sont malveillants, vous ne pouvez pas aller bien. Inversement, ça n'ira pas non plus. Et si, dans votre environnement large, ça n'est pas bon non plus, les 3, 30, 300, vous n'irez pas bien non plus. Donc on voit bien que c'est holistique et systémique et qu'on doit acculturer à la fois l'habitant, qui doit être force de proposition et de revendication, que le politique, le décideur, le financeur, l'architecte, l'aménageur, qui eux sont ceux qui pensent, qui font et qui appliquent.
Et c'est pour ça que moi j'aime beaucoup travailler avec les CCDSA. À chaque fois que j'arrive quelque part, le premier service que je vais chercher, c'est le CCDSA, parce que le CCAS, pardon. J'étais en train de me faire un bug avec CCDSA, c'est la commission d'accessibilité, pardon. Le CCAS, parce que vous êtes au contact des habitants, c'est vous qui savez qui, où, comment, dans quel contexte, quelles difficultés. Et bosser sur un projet d'aménagement sans le CCAS, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Puisqu'on bosse dans l'absolu, on bosse théoriquement sur des a priori, sur des points de vue, disant, ben voilà, un trottoir, ça doit ressembler à ça, un abaissement de trottoir, une traversée, ça doit ressembler à ça. Mais dans ce quartier-là, il se trouve que j'ai plus ou moins de personnes âgées, ou de personnes en difficulté, ou de mamans isolées, peu importe. Mais on ne peut pas travailler dans l'absolu. Et nous, on essaye de sortir, de casser ces habitudes, de cesser de travailler dans l'absolu et de commencer à travailler pour des vrais gens, avec des vrais gens. Alors vous allez me dire, on fait les concertations citoyennes. Certes, c'est très bien, c'est un bon départ, les concertations citoyennes. Sauf qu'il y a 2 défauts aux concertations citoyennes. La formation, l'accompagnement. C'est-à-dire que quand on donne des sujets aux gens autour desquels travailler, s'il n'y a pas 2-3 experts qui accompagnent, bon, les gens juste ne peuvent pas tout savoir, c'est normal. Et le deuxième sujet, c'est les taiseux et les taiseuses. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est un peu toujours les mêmes quand même qui viennent. Voilà. Et bien, comment on fait pour aller chercher les taiseux et les taiseuses ? Parce que c'est eux qui nous intéressent. C'est-à-dire que le taiseux et la taiseuse, ce qui se passe avec eux, c'est que ils ont tellement à dire, mais tellement honte de ce qu'ils sont, ou tellement pas la capacité à prendre la parole devant les autres, qu'on ne va jamais les entendre. Et les taiseux et les taiseuses, en fait, c'est la majorité. Ou alors ils n'ont juste pas le temps. Ou ils n'ont pas réalisé que c'était très important. Donc on va aller les observer. On ne peut pas faire venir à nous tout le monde. On est obligé d'aller. Il y a les temps où on fait venir à nous, puis il y a les temps où on va les chercher. On y va en pied d'immeuble, on y va en hall de partage, on y va dans les parcs. Mais on va les chercher. Et pas seulement en période électorale, mais vraiment pour construire ensemble. Donc les marchés, pas pour aller poser des questions, mais juste pour observer les moments dans la ville où moi je prends, à chaque fois que je sors à Tours, je reviens avec 10 photos de plus, parce que je passe mon temps, ça c'est un défaut professionnel, passe mon temps à prendre en photo des situations qui sont révélatrices d'un dysfonctionnement, ou des gens, ou des personnes. Alors quand j'utilise, je vous rassure, je floute. Mais le souci de l'accessibilité, de l'architecture, du vieillissement, de l'urbanisme, du paysage, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est que sur la majorité des photos qui sont prises, il n'y a pas un humain. Dans les journaux d'architecture, d'urbanisme, il n'y a pas de gens dessus, parce que les gens, ça fait tâche. Tant qu'il n'y a pas de gens dessus, on ne peut pas se rendre compte de l'efficacité. Tant qu'il n'y a pas de gens sur la photo, on ne peut pas se rendre compte de l'efficacité de l'aménagement. Ou alors, en quoi cet aménagement mériterait d'être amélioré ? Quand vous prenez les gens dans des rues ou assis sur le bout de la chaise, parce qu'une fois qu'il est assis au fond, il ne réussira jamais à se relever. Il y a plein de photos comme ça, de partout. À chaque fois que vous pistez ça, c'est un irritant à lever. C'est un irritant à corriger. Donc nous, ce qu'on va chercher à faire ensemble, c'est lever tout ce qui nous met en colère, insidieusement, de manière consciente ou inconsciente, quel que soit notre âge, quelle que soit notre difficulté, quelle que soit notre singularité. Vous allez me dire, mais comment on fait ? Eh bien, on a un cadeau qui nous est fait par la nature, extraordinaire. Ce sont les gens extraordinaires, extraordinaires, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas dans l'ordinaire, dans leur corporalité, leur sensibilité, leur sensorialité. C'est-à-dire les habitants, les personnes qui, tout de suite, vont surréagir. En fauteuil roulant, je ne peux pas passer. C'est net, clair, précis. Voilà, je ne peux pas.
c'est un révélateur d'un irritant, identifié tout de suite, directement, ou pas. Parce que moi, quand j'ai une douleur, quand le fauteuil ne peut pas passer, mais ça se trouve, moi, quand j'ai une douleur, je vais passer, parce que je peux toujours compenser. Mais je vais me faire mal pour passer. Quand j'ai une difficulté intellectuelle, et que j'ai des mômes, quand je dis des mômes, pardon, c'est affectif, c'est la maman qui parle, c'est de 7 à 77 ans, hein, mais qui crise sur le trottoir, ou qui crise à un moment dans tel bâtiment, qui entre en crise. Mais en fait, je ne dis pas, c'est quoi ce môme? Je dis, ok, qu'est-ce qui a déclenché la crise? Trop de lumière, trop d'éclairage, trop de bruit, trop de sollicitations, ça fait combien de temps qu'il est là? Est-ce qu'il a eu la capacité de prendre un temps de repli? Aujourd'hui, on travaille tous sur les îlots de fraîcheur. Ça, c'est aujourd'hui. Donc, dans toutes mes utopies, moi, je vous mets mon billet ce soir. Et toutes mes utopies sont devenues des réalités en 30 ans. Donc, je sais que ce sera l'utopie de demain qui deviendra une réalité. On va chercher à créer des îlots de pause, des îlots de déconnexion, des îlots de bien, juste être bien. Ça veut dire qu'on va chercher à se buller, à poser le corps, à poser les sens, à poser l'esprit. Et dans les musées, aujourd'hui, je travaille dans cette direction pour qu'on crée ces espaces de répit, ces bulles de répit, ces îlots de répit. Évidemment, dans le cadre de la voirie, îlot de fraîcheur combiné avec îlot de répit. Pas la peine non plus. Mais cette intelligence-là, c'est celle vers laquelle on va. Mais cet îlot de répit, parce qu'on a identifié que cet enfant, cet enfant, qui a eu cette crise, a besoin de cet îlot de répit, de déconnexion par rapport à la sursollicitation kinesthésique ou visuelle ou auditive ou sensorielle, peu importe. Mais en fait, on s'aperçoit que nous aussi, on en a besoin. Tous autant qu'on est. Et que si on pouvait trouver ces îlots de répit autant qu'on trouve ces îlots de fraîcheur, tous autant qu'on est, mais le soir, on rentrerait chez nous bien moins en tension. Si plusieurs fois dans la journée, vous passez des Porsche, et que par hasard, vous êtes passé derrière quelqu'un dont vous n'avez pas fait attention, et qu'au moment où vous voulez sortir, vous ne trouvez pas le bouton, de fameux bzzzt qui vous déclenche la porte, et que vous faites « Ah putain, il est où celui-là encore ?» Et vous suivez le fil pour trouver que le bouton, il est à 3 mètres derrière pour décondamner la porte. Et qu'accessoirement, en plus, quand vous avez décondamné la porte, le temps de marcher jusqu'à la porte, elle s'est déjà recondamnée. Vous êtes juste comment à ce moment-là? Oh, vous avez juste un peu les nerfs qui montent, voilà, un peu de tension, un peu d'agacement, un peu de colère. Une fois. Donc pour une personne empêchée extraordinaire, c'est juste bloquant, c'est juste impossible. Nous, on réfléchit, on retombe sur nos pattes, on gère, on s'adapte. Ça y est, le mot est dit, on s'adapte. On se suradapte en permanence. Mais c'est épuisant. Épuisant physiquement, épuisant psychiquement. Le soir, si vous en avez rencontré 10 comme ça dans la journée, vous rentrez, vous donnez un coup de pied dans le chien. C'est juste, c'est pas possible. Donc, vous voyez les irritants, ce qui fait que la ville vous met en colère, l'architecture vous met en colère. Donc, c'est dans l'infiniment petit. Et là, on arrive au micro. Dans notre société, on a beau faire des plans masses, on a beau faire des grandes rues, on a beau faire des grands travaux. En fait, ce qui va faire la différence, c'est le micro-aménagement. Et c'est là qu'on a encore tout à faire, sur le micro-aménagement, dans tous les domaines. On est bien d'accord, c'est tous les services. Que ce soit la culture, que ce soit le sport, que ce soit l'architecture, l'urbanisme, la santé, le social. On est sur la micro-attention. Ce qui va faire qu'on va se sentir bien ou pas dans un espace. Ce qui va faire qu'on va être malveillant ou bienveillant. Et là, on va aborder la question du beau. Le beau qui fait du mal, le beau malveillant, versus le beau bienveillant, ou le laid bienveillant. Parce que parfois, il y a des endroits où on se dit, bon, c'est juste, c'est pas possible, quoi. Mais qu'est-ce que je me sens bien, là? On ne comprend pas pourquoi, mais on y est bien. Alors que c'est juste le foutoir, dans l'absolu, d'un certain point de vue. Et puis vous avez le beau bienveillant. Alors le beau bienveillant, le beau malveillant. À votre avis, le beau malveillant, qu'est-ce que c'est?
Vous avez tous un exemple de beau malveillant dans votre quartier. Oui, je pense, moi, la Défense, par exemple, on peut dire c'est beau. Bon, j'aime pas trop, mais on va dire c'est beau, mais c'est hyper froid et c'est horrible, quoi. Voilà. Il n'y a pas un arbre. Merci de m'avoir dit la rue nationale. La rue nationale, parce qu'il n'y a pas de voiture. Oui, c'est pas assez vert aussi. Mais, Je me suis promis ce soir de ne pas donner des exemples à tour. non, c'est vraiment mon Je ferme ma bouche pour ce soir. On en reparlera en off. Mais c'est tout à fait ça. Oui. Moi, je pense aussi que le beau malveillant, c'est un beau qui donne l'impression à l'individu de ne pas être à sa place. Bravo. Ouais. Tout à fait. Je ne le vaux pas. Je ne vais pas être ici. Mais complètement. Le beau malveillant, c'est tout ce qui vous fait vous sentir mal. Parce qu'on me dit, ouais, le beau, c'est subjectif. Alors, surtout quand j'ai des débats avec les confrères et les consoeurs. Alors là, ouais, mais le beau, c'est subjectif. On ne peut pas dire que le rose, c'est beau, le vert, c'est beau, le c'est pas beau. Ça n'a rien de subjectif. On se sent bien ou on ne se sent pas bien? Les gens se sentent bien ou ne se sentent pas bien? Les gens se l'approprient ou ne se le sont pas appropriés? Quand vous faites des places, quand vous faites des rues où les gens ne restent pas, ben c'est un beau malveillant. Ils ne se sont pas appropriés ces espaces. Donc il faut qu'on se pose la question de ce qu'on a loupé sur ces espaces, sur ces places, sur ces rues, sur ces lieux, qui fait que il n'y a personne. Trop chaud, trop froid, trop de vent, pas assez d'assises, pas de salon de rue. Souvent on va venir me voir, on va me dire oui regarde, tu nous as dit de mettre des assises à tel endroit, etc. Les gens viennent pas, mais là du coup c'est pas la place qui est à remettre en cause, c'est l'assise elle-même. C'est-à-dire que très bien vous avez mis des assises, mais est-ce que c'est la bonne assise par rapport à tel public? Est-ce que je sais m'en relever tout seul? Parce qu'une fois que j'aurai identifié que une fois assis je peux pas me relever, j'irai pas deux fois, vous m'avez perdu. Une fois que j'aurai identifié qu'à tel endroit je chute, ou que mon ami a chuté, je vais déclencher une peur, je ne repasserai plus jamais par là. Donc en fait, le beau malveillant se glisse partout. Et nous, malheureusement, en urbanisme, en design, en architecture, on est très très fort en beau malveillant. J'adore ça, le beau malveillant. C'est la ligne pure. Toutes les portes qui se ressemblent sur la même façade. Bah quoi, tu sais pas lire? C'est écrit que là c'est une banque et c'est écrit que là c'est l'entrée des logements. Non, je ne sais pas lire. Non, je suis fatiguée, j'ai eu une grosse journée, où j'y vois mal, où c'était pas le moment. Non, arrêtez de me dire que je ne sais pas lire. Arrêtez de me dire que c'est moi qui ne suis pas à la hauteur. Chaque fois qu'on me dit les gens se comportent mal, oui, de toute façon, les gens ils respectent pas, c'est pas la peine de faire, de toute façon ils cassent tout. Non, je suis pas d'accord. C'est démontré, on l'a démontré. Les gens changent d'attitude, réellement. Quand on les a respectés, quand le mobilier les respecte, quand la rue les respecte, quand l'image les respecte, quand la façade les respecte, quand la vue qu'ils ont depuis chez eux les respecte. Donc on ne peut pas dire les gens sont fondamentalement, et puis ils vont de toute façon, ils vont casser, ils ne vont pas respecter. C'est pas la fameuse phrase, moi aussi je le vaux bien, elle marche de feu de Dieu en architecture, en urbanisme, en politique de la ville. Quand vous montrez aux gens, en valorisant leur quartier, qu'eux aussi ils le valent bien, et vous l'avez fait à Tours pour le coup, vous l'avez fait sur les quartiers, on voit bien qu'il y a moins de colère, il y a moins de casse. Au contraire, on va protéger ce qui nous a valorisé. C'est beau, moi aussi j'ai droit au beau. Ce beau-là. Alors du coup, ce beau-là, c'est lequel? Et c'est celui qu'on a fait ensemble déjà, qu'on n'a pas imposé. Et puis c'est celui qui nous amène de la couleur, de la vie. Et c'est là qu'on arrive à que sommes-nous? Et qu'est-ce qui nous fait du bien de manière universelle? Pour le coup, je vais utiliser le mot universel. Nous sommes tous autant que nous sommes, quel que soit notre état de singularité, notre origine, notre race, notre couleur, notre santé. Nous sommes tous, sans exception, et je l'ai testé du nord au sud, de l'est à l'ouest de la planète, nous sommes tous biophiles, philocales, relationnels et pluriels. Ces 4 données-là doivent être respectées systématiquement. Et quand il manque un des 4 éléments dans notre environnement, on ne va pas bien à court, moyen, long terme. Biophile, nous avons tous besoin des 3, 30, 300, la nature,
le contact à la terre, le contact au ciel, le courant d'air. Alors quand on me dit, oui, on a fait des bureaux biophiles, il y a un mur de plantes. Est-ce qu'on voit le ciel depuis la fenêtre et depuis le poste de travail? Est-ce que je peux ouvrir la fenêtre pour avoir droit à un vrai courant d'air ou est-ce que je suis en circuit fermé? Et là, j'ai quelques kinés dans la salle. Ils savent très bien que quand on a fait expectorer des enfants ou des adultes dans une pièce, dans un cabinet, et qu'on ne peut pas ouvrir les fenêtres entre deux patients, compliqué quand même à vivre. Mais aujourd'hui, on nous fait ça en nous expliquant que on a un circuit d'air fermé, donc c'est pas bien. Sauf que la vraie nature des gens, c'est pas de vivre sous terre sans lumière et sans air et sans courant d'air. Sinon, ça se saurait. Donc nous sommes tous biophiles et la biophilie, c'est pas seulement une plante dans le bureau ou une plante dans la maison. C'est la vue, l'air, la circulation, les fenêtres, etc., etc., etc. C'est le bruit, c'est le chant des oiseaux. Est-ce que j'ai accès au chant des oiseaux? Il y a des silences qui font du bien, il y a des silences qui nous défoncent le moral. Et évidemment, dans la biophilie, on a aussi le silence. Mais pas n'importe quel silence, comme on vient de le dire. Le droit au silence, comme on a le droit au lent, comme on a le droit au doux. La philocalie. Nous sommes tous philocales, sans exception. C'est le beau qui fait du bien. Philocalie, c'est le beau bonté. On a tous besoin de belles choses. Là, je reprends l'exemple, quand je suis en fauteuil roulant et qu'on a droit que aux hôtels Ibis, parce que c'est que là qu'on a des chambres adaptées avec du tarquet sol-plafond, c'est-à-dire du plastique gris collé partout, non, il n'y a pas de raison. Ça fait mal, ça nous renvoie à des situations, ça nous renvoie à moi j'ai le droit qu'à ça. On sait faire du beau. Même sur des chambres adaptées, avec des douches sans seuil, avec des bacs, on sait faire du beau. Et le beau, on en a besoin, quel que soit notre état. Mais du beau qui soit bienveillant avec nos corps, bienveillant avec nos sens, bienveillant avec nos sensibilités, avec nos émotions, qui génèrent, qui produisent chez nous des émotions positives, qui nous apaisent, qui nous font sourire. Si ce beau ne nous fait pas sourire, on a loupé notre job. On a loupé notre objectif. Nous sommes tous relationnels. On a tous besoin du regard, des épaules, des oreilles de l'autre pour exister, des bras de l'autre pour exister. Si vous n'étiez pas là, j'aurais aucune raison d'être là et de vous parler toute seule. Je n'existerais pas. Donc si on ne crée pas dans notre société, dans nos rues, en pied d'immeuble, le pire c'est les quartiers résidentiels avec les petits logements individuels. Tout le monde a son jardin, donc il n'y a plus besoin de travailler le lien, de tisser le lien. Donc on a complètement zappé la place du village. On est encore plus pauvre et encore plus isolé quand on habite seul dans une petite maison d'un quartier résidentiel que quand on habite dans un immeuble. Parce qu'au moins dans l'immeuble, dans l'ascenseur, dans l'escalier, en pied d'immeuble, je peux croiser quelqu'un. Et c'est là que j'ai mes personnes qui sont super isolées, qui, comme par hasard, sortent toujours à la même heure, au moment où les parents reviennent avec les petits-enfants. Parce qu'elles ont l'occasion, ou ils ont l'occasion de croiser quelqu'un, de dire bonjour, d'échanger 3 mots, donc d'exister. Et enfin, nous sommes tous pluriels. On a tous 0, 7, 70 ans. On n'a même pas les mêmes opinions, on ne mange même plus la même chose, on n'aime même plus les mêmes choses. Et ça aussi, ça doit être respecté. Et encore une fois, qu'on vienne de Chine, du Nord-Afrique, du Sud-Afrique, des États-Unis, à des échelles différentes, parce qu'évidemment, il y en a qui supporteront plus ou moins la quantité de béton ou de bitume qu'il y a autour d'eux. Mais tous, sans exception, on a besoin que ces 4 éléments vitaux soient respectés dans les aménagements qui font notre quotidien. Donc, quand on commence à considérer tous les éléments qu'on vient de se dire ensemble, on voit bien qu'on n'est plus en train de prescrire ni la maison de retraite de la même manière, ni le logement de la même manière, ni le pied d'immeuble de la même manière, ni la rue de la même manière, ni la place de la même manière. On n'est plus en train de faire des salles de réunion où on a tous la même chaise. Parce que cette chaise unique, c'est cette taille unique.
L'idée étant d'avoir dans des salles de conférence des chaises de largeur, de hauteur, de taille différentes, avec ou sans accoudoir, avec ou sans dossier, de manière à ce que chacun intuitivement tende vers ce qui lui va bien. Ça, c'est le choix, et ça, c'est le respect des corps et des corporalités. Donc, vous voyez jusqu'où ça va. C'est-à-dire que même si on prend juste l'exemple de cette salle, on peut discourir pendant 1 heure et voir tout ce qu'il y a à améliorer. Et ça, après, on le sort. Et on reproduit. Sur la notion des couleurs, sur l'impact du gris ou du blanc, sur l'émotion et sur le sourire. Moi, je sais que mes confrères adorent le tout blanc ou le tout gris ou le tout noir. J'en ai même qui m'ont fait des halls rouges dans des quartiers difficiles en me disant, Nadia, tu vas être super contente, viens, je t'ai mis de la couleur. Pourquoi tu m'as mis un rouge coq? Le rouge coq, c'est bien dans les maisons de retraite, pour donner un coup de sang. Mais là où j'ai beaucoup de coq, mets-moi du rose, s'il te plaît, mets-moi du rose. Et c'est vrai, ça marche. Les études des années 50 qui ont été faites ont démontré que sur des prisonniers, quand ils étaient habillés en rose, ou mis à l'isolement dans des espaces roses, mais ils n'y retournaient pas. Ils n'avaient aucune envie d'y retourner. Je ne comprends d'ailleurs toujours pas pourquoi tous les prisonniers ne sont toujours pas en rose Barbie. On sait que ça marche. Donc dans les quartiers difficiles, on fait des halls en rose Barbie, je vous assure qu'ils ne vont pas squatter là. Mais l'influence de la couleur, vous voyez, jusqu'où on va dans le raisonnement, ça fait sourire, mais c'est tellement vrai, oui. Ça doit changer dans le temps, parce que le rose, c'est la couleur, c'est pas la couleur des filles. Il y a 50 ans, c'était pas la réalité. Donc là où vous dites qu'il faut changer tous les 30 ans, c'est des choses qu'il faut... Bien sûr, bien sûr. Tout à fait. Tout à fait, parce qu'en plus, la population de ce quartier-là où on aura mis ce... Attention, pas tous les roses, hein, le rose Barbie, hein. Voilà. Dans ce quartier-là, probablement que la population va changer et que dans 30 ans, c'est plus du tout le rose qui aura sa place ici. Probablement que ce sera un bleu ou un vert ou un jaune soleil. On revient sur les hôpitaux. Tiens, on va prendre l'exemple des hôpitaux. On continue à construire des hôpitaux à l'ancienne. Ça me rend mal, ça fait mal au ventre. On devrait, toutes les chambres, et on devrait avoir des parcs, on devrait avoir des jardins, on devrait avoir des assises plurielles, mais surtout à l'intérieur, on devrait avoir de la couleur. La première fois où on a fait rentrer la couleur dans les hôpitaux, avec une coloriste de grand nom, c'était dans les espaces de fin de vie. On a fait rentrer du jaune bouton d'or, du bleu, des fleurs, des couleurs, au sol, au plafond, parce qu'il y a aussi ça dans les hôpitaux. Bon, on travaille tous les murs, sauf que le patient, les 3/4 du temps, il est comme ça. Hein. Donc, quand est-ce qu'ils vont penser à de faire quelque chose au plafond? Il serait peut-être temps d'y aller. Mais clairement, quand on leur a dit, bon ben voilà, on a fait ça dans la partie fin de vie, tout le monde adore. Tout le monde a dit, yes, c'est génial, ça fait du bien. Même le personnel de soins des autres services venait dans la partie de fin de vie pour se faire du bien. Quand est-ce qu'on le fait dehors? Ah ben non, c'est juste pour la partie fin de vie. Mais non, en fait, à partir du moment où on identifie que quelque chose fait du bien à tout le monde, mais on le déploie. On le déploie dans les couloirs, on le déploie dans les chambres. Et ça, on le retrouve aussi dans les EHPAD. Mon Dieu, mais les murs blancs, les murs gris, les espaces trop sonores, les espaces où on est sur du 4000 Kelvin, où on n'est pas sur 2007. Alors ça aussi, c'est très masculin. Pourquoi on met du 4000 Kelvin partout? J'adore quand je vais à Leroy Merlin... Pardon, éclairage froid, éclairage chaud. D'accord? Quand je vais à Leroy Merlin et que je me retrouve dans les rayons éclairage et que j'ai un couple, non mais pour la cuisine, non, il faut la lumière blanche. Hein. Non, moi le matin, il me faut ça. Non, c'est trop fort, ça fait mal aux yeux. Il faut ça. Voilà, ça c'est plus doux, ça c'est chaud, ça c'est rond, il me faut ça. Cherchez pas à nous mettre d'accord. Hein. Les femmes, c'est rond, doux, chaud. Les hommes, c'est blanc et fort. Pareil, ça au niveau des études. C'est sorti, c'est acté. Donc à chaque fois je dis, mais vous battez pas, prenez un variateur. Le problème il est réglé. C'est tout. Mais ça se respecte, ça s'entend, ça se considère, ça se prescrit et ça se respecte. Et c'est ça, c'est là qu'on n'est pas encore arrivé dans nos réflexions, dans nos aménagements, dans nos prescriptions. Et c'est ça qui fait, alors là on vient de parler de la paix du ménage. C'est-à-dire la paix dans le ménage. Mais dehors, c'est la même, à toutes les échelles.
comment on va faire pour faire en sorte que C'est ce que j'avais tout le monde s'y retrouve et tout le monde tende naturellement vers ce qui lui fait du bien et passe à côté de ce qui ne l'invite pas à rester. Dehors, typiquement, quand on ne veut pas que les gens stationnent, on va mettre du 4000 et plus, bien blanc, bien fort, on va bien bastonner au niveau de la quantité de luxe. Ça fait une allée de passage. Quand on veut que les gens s'installent, quand on veut les inviter à se poser, on va faire quelque chose de plus rond, de plus doux, avec des couleurs beaucoup plus chaudes et des éclairages beaucoup plus chauds. On sait comment faire fuir les gens, donc on sait comment les accueillir et les apaiser. Sauf qu'on travaille toujours sur ce qui permet de faire partir ce qu'on ne veut pas, et jamais exactement, jamais ce qui invite à rester. Donc, si on prend un autre exemple, l'assise, le plan banc. On va me dire, oui, mais on a plein de citoyens qui nous disent, oui, ils nous font des problèmes, ils s'installent, ils squattent, ils mettent les pieds sur le banc, donc on veut que vous enleviez le banc. Mais en fait, pourquoi c'est blanc ou c'est noir? Pourquoi on le met ou on l'enlève? Il y a plein de valeurs de gris au milieu. Donc quand un banc, je mets des guillemets, est mal utilisé, ça veut dire soit qu'il n'est pas à la bonne place, soit qu'il n'est pas de la bonne forme. C'est-à-dire quand il est squatté par de la jeunesse et qu'on identifie que là, tu as des jeunes qui squattent tout le temps. Mais ça veut dire qu'ils n'ont rien d'autre ailleurs et qu'ils soient corrects à leur manière d'être, avec une inclinaison à 127 degrés, avec un je peux mettre les pieds en l'air, je peux m'asseoir comme ça, parce que c'est mon âge. Et qu'à partir du moment où on en a suffisamment, de forme suffisante à des endroits clés, c'est-à-dire à 300 mètres d'une façade minimum, je vais avoir des bancs adaptés aux ados qui vont pouvoir s'y installer, des assises, pardon, pas des bancs, des assises, des formes qui vont leur permettre de lâcher leur corps tel qu'il est à cet instant-là, et qu'à 30 mètres de la façade, par contre, je vais avoir les assises plutôt seniors à 48 avec accoudoir et dossier, vous verrez que les ados n'iront plus jamais sur les chaises seniors parce qu'ils n'ont aucune envie de s'asseoir sur les chaises de vieux, comme ils disent. Aucune. Donc encore une fois, là, quand on me dit « ouais, c'est juste nous qui avons mal réfléchi et qui n'avons pas apporté la bonne réponse aux bonnes personnes, au bon endroit, dans le bon format et dans la bonne quantité ». Pareil, parce qu'on me dit « oui, ça aussi on me la sort souvent, oui mais il y a les clodos, ils viennent squatter ». Mais en fait, tu as mis un banc, il y a un clochard, donc forcément, tu vois que lui. Donc t'en mets 10, il n'y a toujours qu'un seul clochard, mais tu ne le vois plus parce qu'il est sur un des 10 bancs. Donc il y a aussi la notion de quantité, au-delà de la notion de forme et d'emplacement, sur les 3, 30, 300, selon les âges. Et n'oublions pas que si on veut pacifier nos cités, il faut qu'on pense à tout le monde. Et que le senior ne se sentira en paix que quand l'ado aura trouvé sa place et lui-même sera en paix avec son corps et sa place. Alors, je vais peut-être m'arrêter là parce que ça fait un grand monologue quand même si on a fait un petit peu d'échange et d'interaction. Est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels vous voulez qu'on revienne, des questions, des choses qui vous ont heurté sur lesquelles vous n'êtes pas du tout d'accord? Vous avez le droit. Ouais, enfin, une question, une remarque. Une question, enfin, c'est pas vraiment des questions, en fait, c'est un témoignage plutôt qui va compléter et puis un remerciement. Parce que moi, je suis architecte d'intérieur à la base et je m'intéresse beaucoup à, pas seulement l'urbanisme, mais l'aménagement urbain. Et quand je me balade en ville, même à Tours, mais partout, à chaque fois, je regarde ce qui se passe. Et en fait, c'est vrai qu'il manque, en général, dans des quartiers qui sont plutôt modernes, l'aspect sensible. Et au centre-ville, on l'a parce qu'on a des belles façades, on a... voilà. Mais là, je vais prendre l'exemple que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. C'est à côté des casernes Beaumont. C'est encore en travaux. Il y a une résidence qui est faite qui est hyper dense. Mais au milieu, on a un espace vert. Il y a un peu d'eau. Alors, je ne sais pas si l'eau sera toujours là ou si c'est parce qu'il a beaucoup plu, mais on voit que c'est un bassin qui est destiné à recueillir l'eau de pluie. Il n'y a pas encore de banc, mais il y a une palissade, donc peut-être que ça va venir. Enfin voilà, mais là, je me dis, mais c'est chouette ce qui a été fait là. Et moi, bon, j'habite pas là-bas, mais je pourrais me poser dans cet espace qui est moderne
mais qui a été pensé vraiment de manière sensible en fait. Et moi, alors, je voudrais revenir sur quelque chose, sur l'aménagement. En fait, quand vous aviez dit c'est l'homme qui crée, c'est même pire que ça. C'est que, alors je travaille en cabinet d'architecture, et alors j'ai aussi fait des études d'architecture, et on a abordé l'urbanisme. Et je me suis arrêté là quand j'ai vu ce qui se passait au niveau urbanisme, parce qu'on travaillait sur une zone, c'était à Vigneux-sur-Seine, où il y avait des grandes tours. Il fallait réhabiliter le quartier, c'était un projet d'étudiants, mais peu importe. Et moi, j'ai commencé à penser, enfin, déjà, première chose, qu'on a eu ce projet, je suis allé dans la banlieue, moi-même qui venais de Celles-sur-Cher, une ville de 5000 habitants, dans ce quartier-là. J'ai parlé avec les gens, et tout le monde, dans notre cours, on était une trentaine, je crois, a commencé à travailler sur le sujet sans aller voir le quartier, juste avec les photos, le plan qu'on avait. Et l'architecte, qui nous faisait le cours, urbaniste architecte, il a fait, la semaine prochaine, on ira dans le quartier pour voir, pour travailler, parce qu'il faut quand même aller voir sur place. Et on y a été. Mais bon, c'était des visites de touristes. Et on n'a pas parlé aux personnes qui étaient présentes. Il nous a montré, oui, ça, il y a ça, il faudra le relocaliser, lieu pour cette association, gna. Ok. Bon. Et moi, j'ai commencé à travailler. Et première chose, quand j'ai présenté mon projet, l'architecte urbaniste qui était là, il m'a dit l'urbanisme, le point de départ, c'est pas l'être humain, c'est la ville. Voilà, en zone sensible. Et donc là, il y avait pour moi un gros problème. Alors le mec, depuis, il a fait de la prison parce qu'il avait connu sa femme. Voilà. Donc bon, c'était. Mais ça, c'est une anecdote. Mais en tout cas, c'est-à-dire, c'est la manière de se dire, on va créer des gros blocs et de manière complètement déconnectée de l'être humain. Donc je suis très très content de tenir ce discours, et puis j'y ai passé, parce qu'il y a d'autres questions, j'imagine, c'est sur les bancs ou autres, j'étais dans notre ville avant, et où en effet on a eu de la concertation, et moi j'ai dit, c'est peut-être bien d'arrêter de parler de bancs, mais d'assises, et de savoir où on va les poser, parce que je voulais qu'on réfléchisse sur un plan où on va les poser, mais en fonction de ce qu'on cherche et de ce qu'on veut voir. On a un château, est-ce qu'on veut voir le château, est-ce qu'on veut voir l'église, est-ce qu'on veut voir les voitures, est-ce qu'on veut voir... Et c'est pas ce qui a été fait. Mais merci pour vous d'être là, parce que c'est... Je vais appuyer sur le... Merci pour le témoignage, parce que c'est tout à fait ça. À l'époque, on nous disait, c'est la façade, c'est la rue, c'est la ville. L'humain, on oublie. Et pire, dans les écoles d'archi, on me disait, vous allez suffisamment vous faire emmerder par les humains, les handicapés, les pompiers, donc pendant vos études, éclatez-vous à faire de la ville, de l'urbanisme et de la façade. Donc aujourd'hui, on voit que c'est en train de bouger, mais difficilement, très difficilement, ça reste laborieux. C'est très vrai. Merci. Larbi Bougdimi, APF France Handicap. Je représente donc cette association. Je voudrais juste rebondir sur ce que disait monsieur. Et comme vous disiez tout à l'heure, le beau, comment vous l'employez, le beau... Le beau bienveillant. Voilà, le beau bienveillant. Moi, j'ai un exemple flagrant, il y en a peut-être d'autres, mais celui-ci, c'est un peu quand même le symbole de la ville de Tours. C'est la place Plumereau. Cette place, c'est vrai qu'elle est belle. Elle est quand même renommée, on vient en famille, avec les amis, partager un moment sympathique. Et bien, sur cette place, il y a un trou. Et vous ne pouvez pas descendre. Voilà, exactement. Et nous, en tant qu'association, et même à titre privé, on a fait plusieurs courriers à la ville de Tours. Donc je m'adresse aussi à vous. À quand on pourra avoir un plan incliné qui s'intègre dans l'environnement, parce qu'on nous a dit aussi, on nous a répété à plusieurs reprises qu'on ne pouvait pas faire un plan incliné parce qu'il fallait trouver une solution dans l'environnement. On nous a aussi répondu qu'il y avait plusieurs projets qui avaient été voilà, et qui n'avaient pas été, aucun projet n'avait été retenu, et du coup on attend qu'un projet soit retenu pour pouvoir y accéder. Donc j'espère que j'aurai pas 70 ans parce que j'aurai des problèmes pour y aller. Et c'est vrai, du coup c'est du beau malveillant. C'est du beau malveillant de votre point de vue. C'est rien, c'est pas une question de budget, c'est deux marches. En fait, comme on a les quatre côtés avec des marches, il suffirait de prendre un côté, de virer les marches d'un côté et de faire... C'est ce qu'on a fait au Trocadéro. Au Trocadéro, pourtant, Dieu sait que c'est un peu classé, un peu...
alors les ABF et les ACMH. On a pris... ABF, architecte du bâtiment de France. Pardon, et ACMH, architecte du patrimoine. En chef du Monument historique. Voilà. On a réussi à prendre un des côtés et puis à intégrer la pente dans un des côtés. Donc là, tout simplement, proposer que un des côtés devienne une pente toute droite. Mais a priori, c'est un gros problème. Je ne sais pas d'où ça vient. Ouais. Et à chaque fois, c'est à rediscuter. C'est à rediscuter. Je pense qu'on n'a pas été saisi par ce sujet-là. Enfin, moi, Ça me dit rien. Moi, j'ai jamais été saisie. bon, après, Ok, on a bien noté. Il y a eu, Mais voilà, très bon on a exemple. réussi à raboter la rampe des quais de Loire là. Ah oui, très bien. Ah non, mais je ne dis pas qu'on fait Non, non. pas. Mais non, mais c'est- Non, il y a un sujet avec justement Oui. les monuments historiques. Mais c'était un exemple par rapport. Mais C'est surtout que Cette place est tellement symbolique de la ville de Tours que c'est quand même dommage qu'on puisse Mais, pas... mais c'est une parfaite illustration du beau bienveillant et du beau malveillant. Et on en avait discuté avec Pascal Point. Moi, je voudrais dire un mot par rapport au besoin de ne pas faire l'aménagement, le mobilier de manière uniforme. Et c'est drôle parce que cet après-midi, je descendais la rue nationale et puis je regardais une fois de plus les chaises installées. Donc grâce juste pour un petit rappel, c'est le budget participatif. En fait, c'est une dame qui a lancé ce projet et qui a été voté, donc élu lauréat par les habitants. Et bref, donc j'étais en train de regarder des chaises et puis j'ai vu, alors que j'étais chef de file du projet, mais je sais pas, j'avais pas ça en tête, j'ai vu qu'il y avait une chaise dont l'assise était plus haute, posée, installée à côté d'une autre qui était plus basse. Alors, il y en avait une qui avait des accoudoirs, l'autre non, je crois. Et je me suis dit, en fait c'est chouette de voir des chaises différentes tout au long de cette descente, jusqu'il arrive après Place Jean Jaurès, où là pour le coup il y a des bancs qui sont là depuis très longtemps. Et vraiment, merci de souligner ça et de nous le remettre en mémoire, parce que finalement, ces chaises-là, bah oui, et là je reprends, c'est un autre local où on était tout à l'heure, le local de la campagne. Là, il y a plein de chaises disparates, et c'est vrai que quand je suis arrivée tout à l'heure, je me dis, bah non, celle-là, en fait, je préfère, c'est mieux. Et je me suis dit, bah oui, pourquoi on n'aurait pas le choix de manière un peu plus systématique quand on va au restaurant municipal, dans les cantines, dans les restaurants, bon, ben, des fois, ouais, on n'a pas forcément envie de ce que l'autre a. Donc merci pour ça. Un plaisir. Et c'est vrai qu'il y a une notion dont on n'a pas parlé, mais au-delà de l'homme blanc. Du trentenaire ? Ouais, du trentenaire. C'est la question de la norme. Parce que on finit par tous, enfin les professionnels en tout cas, se cacher, et nous aussi, derrière cette question de normes, qui fait que, à force des fois d'empiler, alors certaines normes, elles sont nécessaires parce que c'est ce qui a fait aussi évoluer notre regard, notamment par rapport au handicap. Donc il ne faut pas tout prendre et tout jeter. Mais c'est devenu, comment dire, tellement normé. Un trottoir, ça doit faire 1,50 m et pas 1,40 m. Une piste cyclable, il faut absolument qu'il y ait 2 mètres, etc. Qui fait que parfois, ça va prendre tellement de place dans ceux qui font, je vois les architectes, qu'ils en oublient l'essentiel. Et c'est-à-dire que, moi la première, des fois quand je regarde des plans de logement, je leur dis, mais attendez, là c'est pas possible. Enfin, une famille de 4 pour votre T4 ou T3, si elle veut mettre un canapé et avoir une télé, bon, ce que ont beaucoup de gens quand même, enfin moi je suis pas une fan, j'ai pas de télé, mais il y en a plein qui en ont, donc je me dis, mais ils font comment pour à la fois avoir une table pour manger à 4, avoir leur canapé et avoir un mur où ils peuvent avoir un écran? C'est même pas possible. Et c'est vrai que des fois quand on dit ça aux archis, en regardant les plans masse, enfin les plans d'étage, souvent j'ai eu des moments un peu d'énervement en disant non mais c'est bon, je suis archi là. Oui d'accord, ben regarde. Et au bout d'un moment ils me disent non mais en fait non mais on va retravailler, non mais vous avez raison, ça marche pas. Ben oui ça marche pas, allez retravaillez s'il vous plaît. Mais ce regard là, au bout d'un moment il n'y a plus personne qui l'a, parce qu'on va regarder le bilan financier, un promoteur il va regarder son bilan financier et on ne peut pas lui en vouloir
à un moment donné, son opération, s'il veut la sortir, il faut que ça soit financièrement équilibré. L'architecte, lui, il regarde toutes ces normes, les fonctionnalités qui fait que, voilà, maintenant les toilettes deviennent souvent plus grandes que certaines pièces, un rapport. Oui. Non, mais il y a c'est parce qu'il maîtrise mal le sujet. sans être bien conçu. C'est ça. Voilà. C'est ça. Le bureau d'études, le bureau de contrôle va contrôler si on est vraiment... et nous, dans le cadre du respect du plan local d'urbanisme, forcément, les instructeurs, ils vont regarder si le bâtiment il est aux normes par rapport aux règles édictées du plan d'urbanisme. Et en fait, je vais reprendre mes histoires d'habits. Vous allez me dire que je suis très portée là-dessus, mais en fait, c'est le même problème que quand vous donnez un morceau de tissu avec la même commande à 3 personnes. On lui dit, vous me faites une robe, et vous donnez la même robe à 3 personnes. Il y en a un, il va vous faire de la haute couture. Il y en a un, il va vous faire du prêt-à-porter. Et puis le troisième, ça sera immétable. C'est un peu pareil, c'est-à-dire qu'on a des normes, mais avec ces mêmes normes, il y en a quelques-uns qui vont faire des projets, ils vont être hyper attentifs à l'usage, des projets extraordinaires, une minorité. Il y aura la masse, on va dire, voilà, qui fait du moyen, et surtout du stéréotype, parce que tous les projets sont tous les mêmes. Pour être rentable aussi. Pour être rentable. Et puis il faut que tout plombe. Voilà. Et puis vous aurez certains où vous dites, non mais là ça va pas être possible. Comment je vais pouvoir accorder ce permis de construire, même s'il est conforme aux règles du plan local d'urbanisme. D'où l'importance de la charte locale qui remet l'humain au-dessus de tout ça. Exactement. Parce que le code, la norme et la loi, ce sont des fondations. C'est-à-dire c'est un minimum syndical, mais c'est pas ça qui doit guider notre crayon. Ce qui doit guider notre crayon, c'est l'humain. Et dans tout ce que vous venez de citer, il n'y a pas une fois le mot humain qui est sorti. Alors humain et non humain. Non, les deux, puisque dans la biophilie, on a besoin de tout ce qui est non humain pour aller bien. Donc c'est vraiment l'humain et le non humain en haut de la pyramide, et après on descend et on introduit la norme. Maintenant, heureusement qu'on a eu les lois, parce que sans les lois, entre 2005 et 2025, on n'aurait rien eu. Donc on voit bien qu'il y a quand même un grand pas qui a été fait, même si c'est toujours trop lent, etc. La loi de 2015 sur le vieillissement, personne ne sait qu'elle existe. C'est juste... Voilà. Donc à un moment donné, il nous en faut pour en tout cas démarrer quelque chose, impulser, faire en sorte qu'il se passe des choses. Mais il faut rapidement développer une intelligence. Et accessoirement, ces lois, elles ont été faites pour des humains, pour améliorer la qualité de vie des humains. Mais elles sont restées techniques, technocrates. Donc là qu'il faut... Je crois qu'il y avait des questions par là. 2-3 questions peut-être. Oui, vous nous avez présenté en fait une façon d'aménager l'intérieur de la ville, l'intérieur des habitations, etc. Pour les jeunes, pour les plus vieux. Mais on voit qu'aujourd'hui, on va créer une résidence senior ou un EHPAD, une résidence pour étudiants, des logements plutôt famille. Est-ce que vous avez aussi une réflexion sur la mixité pour que on ne mette pas tous les vieux, moi je fais partie de la tranche des femmes de 57 ans qui s'occupent des parents, etc. Et oui, la réflexion c'est mais je suis qu'avec des vieux. Est-ce qu'il y a une réflexion et du coup quelle est cette réflexion? Comment est-ce qu'elle avance aujourd'hui et comment est-ce qu'elle est prise en compte par les élus ou les personnes comme vous qui réfléchissent à l'évolution de l'urbanisme et de l'habitabilité, on va dire, de la ville. Voilà. Alors ce sujet a beaucoup évolué. Il est loin d'être abordé de manière parfaite. C'est-à-dire qu'on continue à construire des EHPAD. On continue à construire des maisons de retraite que pour les vieux. Ça, déjà de mon point de vue, ça devrait être interdit. Non, le sujet n'est même pas... tellement c'est malveillant, tellement c'est violent. Et il y en a une nouvelle qui est sortie, je ne sais plus, pas très loin dans le coin. Elle a été faite comme dans les années 80. Les murs sont toujours aussi violents, le sol est toujours aussi violent. C'est-à-dire qu'on est dans de l'hygiénisme. Dès qu'on est dans le vieux, on est dans la maladie et l'hygiénisme. Mais c'est pas parce que je suis vieux que je suis malade. C'est pas parce que je suis vieux que je suis faible. Et moi aussi, j'ai droit au beau. Voilà. Et souvent, on va vous dire, oui, mais il tombe pas, c'est propre, il risque pas de tomber malade, la santé physique.
Mais en fait, ils vont pas mourir d'une chute, ça c'est sûr. Hein. Mais par contre, ils vont mourir de tristesse. Et quand on déménage des personnes, qu'on les déménage de chez elles et qu'on les amène dans des lieux où ils perdent la relation avec leurs voisins, leurs amis, leurs contacts, dans les 30 mètres, l'épicier, le facteur, peu importe. Moi, j'ai des mamies qui m'ont dit, c'est bien là où je suis maintenant, hein, c'est bien, hein, la douche, je peux y aller toute seule et tout. Mais qu'est-ce que je suis triste. Et 3 ans après, elle n'est plus là. Et ça, j'en ai des exemples, mais à foison. Donc oui, ça fait mal au cœur. Donc qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Il se passe quand même qu'il y a de plus en plus de nouveaux projets, avec des projets intergénérationnels qui sortent de terre. Donc ça, c'est bien. On voit qu'à l'époque, il n'y avait pas d'offre. C'est-à-dire, vous partiez de la maison, vous atterrissiez en EHPAD. Il n'y avait pas d'offre intermédiaire. Donc maintenant, il y a tout un tas d'offres intermédiaires qui sont développées, qui sont beaucoup plus douces à vivre. Donc déjà, ça me permet d'avoir le parcours résidentiel vieux, n'existait pas. Aujourd'hui, on commence à dessiner des parcours résidentiels, créer des parcours résidentiels où je peux passer de ça à ça à ça, avant d'arriver vraiment là où, accessoirement, je finirai mes jours. Donc ça existe. Maintenant, ce qui n'existe pas encore, on en avait parlé, moi, c'est ce que j'appelle mon rêve et mon utopie. C'est une proposition que je fais à la fin de ce premier manifeste. Parce que comme il est vivant, comme tout ce qui est vivant, il est amené à évoluer. Mais la première chose que j'ai eu, enfin 2 sujets que j'ai eu envie d'aborder tout de suite, c'était justement la ville bienveillante, aimante et aimée, et la question du vieillissement. Mais aujourd'hui, en fait, on est en quête de quoi tout ce temps qu'on est ? Encore une fois, de relations, de beau, de biophilie, et d'être respecté dans ce qu'on est à cet instant T. C'est la vie avec l'autre. On a besoin de quoi tous pour aller bien ? Il y a un mot-clé, hein, c'est l'amour. C'est juste trouver de l'amour, rencontrer l'amour, que ce soit à travers les plantes. La mamie qui me dit, moi de toute façon maintenant le matin c'est facile, hein, je me lève, c'est pour aller voir mes fleurs. Une autre, c'est pour aller manger à la cantine avec les enfants. Et du coup, avec la mairie, on a organisé la possibilité d'aller manger à la cantine avec les enfants. Mais tout le monde n'aime pas les enfants. Donc il y a ceux qui vont aller s'occuper des arbres avec les jardiniers, s'occuper des plantes. On n'a pas assez de mains pour aller arroser tous les arbres, toutes les plantes du quartier. Donc tout ça, ça s'organise. Et les lieux de vie où vous avez des chiens qui sont abandonnés, des chats qui sont abandonnés, vous avez des enfants en souffrance, vous avez des personnes âgées en souffrance, mais l'utopie de demain, c'est de réussir à unir tout ça, tout ce monde-là. Que quand je sors de mon bâtiment, quand je suis dans ma chambre, je vois, et je sais pourquoi je me lève le lendemain matin. Parce que j'ai un petit bout qui n'a plus de parents, qui habite le bâtiment d'à côté, et que je vais pouvoir aller voir, ou en tout cas avec qui je peux manger le soir, ou je peux manger à midi. Et là, je deviens le grand-parent de quelqu'un, je retrouve du sens à ma vie, où je deviens le parrain de cet arbre, ou le parrain de ces fleurs, ou le parrain de ce chien. Et ça, on l'a fait concrètement, avec des jardiniers, où on s'est aperçu sur des quartiers, quand on a fait ces grandes concertations, qu'en fait, ils se méfiaient des agents des CCAS, parce qu'ils avaient peur d'être dénoncés dans leur état et qu'on les obligeait à déménager, etc., etc. Mais ils ne se méfiaient jamais des jardiniers. Parce que les jardiniers sont habillés en vert. Comme quoi, la couleur aussi. Ils parlaient, ils se confiaient aux jardiniers beaucoup plus. Donc du coup, avec toutes ces informations, on avait à peu près identifié qui aimait quoi, qui avait un besoin de quoi. Et du coup, qu'est-ce qu'on mettait en place? Alors, par contre, ça, je ne sais pas dans quelle mesure ça a traversé le temps, ça existe toujours ou pas. Mais le concierge ambulant qui passe d'immeuble en immeuble, qui fait ce lien, les jardiniers qui créent ces liens, qui permettent d'exister. Et le fait que tout le monde s'y retrouve. Par exemple, on avait des personnes âgées, on avait une université pas très loin, des personnes âgées qui n'aiment pas du tout la petite enfance, mais ils étaient ravis d'aller manger à la cité. Et d'autres qui étaient ravis d'aller manger avec le ticket restaurant à la cantine de la mairie. Donc du coup, parce que la question de l'alimentation, c'est pareil. Quand on vous amène un plateau repas chez vous, ben en fait, la question de l'isolement et de la solitude n'a pas été traitée. Donc on est à côté du sujet clé. En fait, on s'occupe de nourrir, alors que le sujet, c'est pas nourrir, c'est le fait qu'il soit tout seul. Donc dès qu'on cherche à le nourrir avec les autres, on rompt l'isolement, du coup il mange, parce que le plateau repas,
Comme il mangeait seul, en fait, c'est pas le fait qu'il n'ait pas les moyens de manger, c'est le fait qu'il mange seul, donc il n'a pas envie de manger. Donc c'est ça, en fait, le vivre ensemble à travers les âges, c'est tous ces détails-là. C'est pas seulement la forme du logement, c'est pas seulement comment on construit, comment on bâtit, à quelle hauteur on met la fenêtre. Alors ça aussi, évidemment, mais si on part sur l'intérieur des logements, demain, on est encore là. Donc, mais c'est pas que ça, vous voyez ce que je veux dire? C'est à la fois le programme, mais c'est à la fois ce qu'on met autour. Alors, c'est vrai qu'il y a quelque chose que je vous ai pas dit, c'est qu'il y a 4 autres domaines à traiter pour que ça marche. C'est-à-dire que pour toute cette mayonnaise prenne, il nous faut une part d'organisationnel, comment j'organise la vie, donc par exemple, là, ce qu'on vient de dire, j'organise la possibilité d'être parrain, marraine d'arbres, d'un coin de terrain, ou des animaux, ou de la SPA, ou des enfants, etc. Mais comment je bâtis, comment j'aménage, je rehausse la chaussée, le trottoir à hauteur de la chaussée. Non, c'est ça. Je n'abaisse plus le trottoir à hauteur de la chaussée, je rehausse la chaussée à hauteur du trottoir. Comme ça, je ne risque plus de faire chuter les personnes âgées, et en même temps, les personnes en fauteuil roulant passent, et en même temps, les enfants sont mis en sécurité parce que les voitures sont obligées de ralentir, et en même temps, la personne aveugle est guidée parce qu'elle sent qu'elle sort à droite et à gauche. Vous voyez comment, en pensant uniquement à un profil, j'ai réglé un problème, mais j'ai plombé tout le reste. J'abaisse le trottoir, j'ai plombé tout le reste. Je rehausse le trottoir, j'ai tout le monde. Et c'est cette approche-là qu'il faut qu'on développe absolument. Donc le bâti, l'aménagement, les technologies, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si tout ça, ça ne marche pas, quelle technologie je vais aller chercher pour compenser? Mais c'est le 3e niveau de réflexion. Et puis enfin, l'humain, c'est-à-dire l'aide humaine, l'accompagnement humain, la présence humaine. Donc ces 4 dimensions doivent être remplies parce qu'aucune des 4 ne peut répondre à tout de manière individuelle. On ne peut pas tout faire porter sur le bâtiment, on ne peut pas tout faire porter sur l'humain, on ne peut pas tout faire porter sur la technologie, etc. etc. Donc voilà, c'est vraiment cet ensemble-là qui va faire qu'on va sortir de tout pour le vieux que le vieux là, que pour le jeune que le jeune là. Une petite erreur qu'on a faite longtemps, c'est très joli en même temps. On a fait de l'intergénérationnel en disant les étudiants et les vieux, c'est parfait, il faut les mettre ensemble. Pendant ces 15 dernières années, on en a fait plein. Mais ça ne marche pas du tout. Pourquoi ça ne marche pas du tout? Parce qu'en fait, le jeune, il se réveille, il fait du bruit quand le vieux veut aller dormir. Donc ça ne marche pas. Donc en fait, on s'est trompé d'objectif. C'est le rythme. C'est autour du rythme qu'on devrait penser le programme et pas autour des âges. Donc on va aller chercher les lieux et les personnes qui ont le même rythme. Et là, ça va marcher. Typiquement, créer des maisons de retraite ou des EHPAD dans des immeubles de bureaux, où le jour, il y a la vie, on va manger avec les gens qui travaillent sur place, on va se croiser, on va avoir une salle de yoga entre midi et 2 où tout le monde va aller faire du yoga, on va avoir peut-être une crèche au rez-de-chaussée s'il y a. Donc on est dans la vie la journée, puis à partir de 17h, 18h, c'est-à-dire le moment où j'ai envie que tout s'arrête et que ce soit calme, et bien tout s'arrête et c'est calme. Et quand j'ai été faire un benchmark en Suisse et que j'ai découvert que ces produits existaient là-bas, que ça marche de feu de Dieu, et c'est là qu'on se dit, mais pourquoi on ne se retourne pas suffisamment sur l'extérieur pour ramener à nous ce qui marche, au lieu de continuer absolument à vouloir à faire de l'intergénérationnel en mettant des étages avec les personnes âgées, des étages avec les grands ados, les jeunes, et quelques pièces communes, où ça ne peut pas marcher, on n'est pas sur les mêmes rythmes. Donc forcément, on génère quoi? Tout sauf de la paix. On génère de la colère, on génère du rejet, on génère des problèmes qu'il faut après que vous alliez gérer, que vous alliez apaiser tout le monde, que vous... Ah mais ça marche pas, oui regarde les jeunes, machin, on leur a dit de faire moins de bruit. Mais non, en fait, on ne demande pas à des jeunes de faire moins de bruit. Ils sont l'âge qu'ils ont, c'est le moment de leur vie où il faut qu'ils fassent du bruit. C'est juste nous qui nous sommes plantés sur le produit. Donc voilà, c'est toute cette subtilité. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on a suffisamment de recul. C'est pas un discours que j'aurais pu vous tenir il y a 25 ans ou 30 ans. Aujourd'hui, on a suffisamment de recul et suffisamment d'expérience pour identifier ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et on va se planter encore, hein. Mais au moins qu'on ne se plante plus sur ça, quoi. On va se planter sur les nouveaux sujets qu'on va expérimenter.